là-bas derrière, voilà, Francis Chêne, et qui nous présente un de ses travaux qui s'appelle Foule sentimentale, et on voit des couples. Et je trouve que c'est une jolie image pour parler de la parentalité et de l'amour, en fin de compte. Donc vous pouvez monter aux pauses, regarder ces photos de plus près, ça vaut le coup. Bien, donc là on a vu un petit peu ce matin l'arrivée de l'enfant dans la famille, comment va s'opérer cette construction, cette co-construction du lien dans les familles biologiques ou adoptantes. Et là, mais malheureusement, des fois, ça se passe pas bien. Et l'enfant, l'adolescent, le jeune est obligé d'être placé dans des institutions. Et avec Virginie et Alain, qui est le directeur donc, de cette MEX, ils vont nous parler, en tout cas Alain va nous parler de cette délégation de la parentalité au sein des institutions. Voilà, donc j'appelle Virginie. Alors là, j'ai un gros trou là. Virginie. Pardon? Voilà, Miranda, vous saviez, je la connais juste sous le nom de Virginie. Donc Virginie, qui est éducatrice spécialisée et thérapeute de famille, qui va interviewer Alain de Ravignan, qui est le directeur du foyer d'Ossau. Voilà. Vous n'avez qu'un... Oui, mon nom a été suivi dans la salle, j'ai le plaisir de revoir des visages. J'ai le plaisir de voir aujourd'hui des visages que je connais, puisque donc, je suis éducatrice spécialisée dans un service socio-judiciaire à Pau. J'exerce actuellement des mesures d'AEMO, assistance éducative en milieu ouvert. Donc il y a des visages parmi vous que je connais, et puis il y avait des voix que je connaissais par téléphone, et j'ai eu la chance de découvrir le visage ce matin. Je suis également thérapeute familiale. Je remercie également Olivier de m'avoir invité à participer à cette journée, et je le remercie aussi de m'avoir permis de rencontrer Alain de Ravignan, qui est directeur de cette MEX, parce que en fait, donc, il nous a proposé de faire ce travail-là ensemble sur l'institution déléguée. On s'était croisés une fois, mais on ne se connaissait pas. Donc ça a été une chouette expérience. Et ce qu'on va faire comme exercice aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs échanges depuis décembre. On ne va peut-être pas restituer la totalité de nos échanges, ce serait bien long, mais en tout cas un fruit qui permettra un débat ensuite. Je vais laisser Alain se présenter. Bien, bonjour tout le monde. Alain de Ravignan, donc directeur de cette MEX. Avant de commencer, je trouve qu'il y a quelque chose d'émouvant dans ce qui se passe. D'abord, je suis bien heureux de vous recevoir, puis aussi Olivier. Et cette salle ici, là, pour le foyer d'Ossau, c'est un endroit très important. C'est-à-dire, c'est un peu la rencontre depuis 1930, quoi. C'est la rencontre professionnelle des parents et des enfants qui donnent le meilleur d'eux. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles tous les ans ici. Et il y a eu des moments très très forts. Et bon, ça a tendance à s'estomper cette année, du fait du départ d'Annie Planas, qui a été longtemps une personne qui a beaucoup de talent, autant au niveau éducatif qu'au niveau de la danse, du théâtre, enfin voilà. Donc elle a apporté quelque chose d'important, avec aussi des éducatrices, donc Claire, qui voilà je crois. Donc voilà, et pour là aujourd'hui on va parler de la parentalité, on parle de la parentalité, je trouve que c'est chouette. Voilà. Bien, et maintenant je vais vous parler aussi. Le foyer d'Ossau est géré par le Bon Pasteur. Et le Bon Pasteur, on entend ici ? Le Bon Pasteur a été créé il y a quelques siècles, 2 siècles je crois, par une sœur qui s'appelle Euphrasi. Et
venait au secours des filles en danger déjà. Et quand on connaît les conditions des femmes à l'époque, c'était pas rien. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler quelqu'un qui disait « l'enfant appartient à lui-même ». Enfin, il se posait la question. Et cette phrase, l'air de rien, c'est ce qu'elle posait finalement. Elle disait « l'enfant appartient à lui-même ». Après, c'est une histoire d'accompagnement. C'est comment l'amener à, comment dire, se révéler sa personnalité. Et je crois que cette femme-là, l'air de rien, il y a quand même ça de 2 siècles, c'était quelque chose. Voilà. Maintenant, que dire du foyer d'Ossau? Le foyer d'Ossau, c'est une messe qui reçoit. Je me permets, avec tout le respect que j'ai pour Alain, il y a un instant, je me suis dit, attends, est-ce qu'il prend les devants, il fait ce que je dois faire, et là, hop, il a commencé. Laisse-moi faire ma part. En effet, c'est important qu'il présente l'institution dans laquelle on se trouve aujourd'hui, les locaux, l'histoire de là où on se trouve aujourd'hui. Et bien évidemment, la première question qui paraît tout à fait logique, c'est que Alain, tu puisses nous dire qui est accueilli dans cette structure. Et que du coup, tu puisses aussi répondre à la question des motifs du placement de ces jeunes ici. Donc, oui, voilà, ici, on reçoit donc que des filles de 11 à 21 ans. Ces filles, elles ont toutes, bien sûr, un parcours différent. Bon, je veux dire, c'est vraiment des filles en difficulté. Je vais lire quand même, pour ceux qui ne savent pas quand même, ce que l'on entend par enfant en danger, parce qu'en fait, c'est soit des filles en danger, soit autrement des enfants à risque. Donc je vais essayer de vous définir un peu les 2 choses. On entend par enfant en danger tout enfant victime de violences physiques, d'abus sexuels, de violences psychologiques, de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique. Et par enfant en risque, tout enfant qui connaît des conditions d'existence qui risquent de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien. Voilà. Et je veux dire, ce qui est quand même important à définir aussi, c'est les problèmes à l'origine du danger. Alors là, j'ai pris quelques pourcentages qui, pour moi, je dis bien pour moi, me parlent énormément parce que je les retrouve au bout d'1 an et demi que je suis ici, je retrouve plus ou moins ces pourcentages-là. Les problèmes à l'origine du danger, c'est plutôt... Alors, ces pourcentages-là, je les ai de l'Observatoire national. Donc c'est dans les années 2005 à peu près, oui. Donc les carences éducatives des parents, 59%. Conflits de couple et séparation, 29%. Problèmes psychologiques des parents, 14%. Chômage, précarité, difficultés financières, 13% des enfants. Dépendance à l'alcool et à la drogue, 12%. Environnement, habitat, 10%. Maladie, décès d'un parent, choc affectif, 6%. Errance et marginalité, 5%. Et je trouve que finalement, je ne sais pas ce qu'en pense Annie qui est dans la salle, mais je m'y retrouve bien en tous les cas. Et pour moi, c'est très parlant, sachant que, comment dire, certains peuvent se retrouver dans plusieurs situations. Dans ces problématiques, celles qu'on retrouve, qui vont parler à la majorité des personnes ici, mais les symptômes qu'on retrouve chez les jeunes qui sont accueillis ici. Alors, on a parlé du lien ce matin, plusieurs fois. Je crois franchement, on a un problème de lien très important, un problème de limite, où là, j'ai parfois le sentiment,
à être à la seconde ou troisième génération des enfants rois, comme on appelait à une certaine époque. Et il y a certains jeunes, je vous assure, quand on leur parle des limites, on sent qu'ils n'ont même pas la conscience. Donc ça pose quand même des sacrés problèmes. Alors dans le cadre d'un foyer, c'est sûr que là, c'est un travail de plusieurs années. Donc, oui, qu'est-ce qu'il y avait? Alors oui, le lien, les limites, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? La déscolarisation, ça. Alors, dans un foyer, je veux dire un petit secret, on a un gros problème, c'est les fugues. C'est un véritable fléau, c'est-à-dire que les jeunes fuguent et certains trouvent ça normal. Ça fait partie de... C'est sans limite en fait. Dès qu'ils ont envie, et dès qu'ils ont il y a deux solutions, soit ils attachent, ce qui n'est pas la politique de la maison, soit autrement, et bien on essaye de les accompagner dans ce qu'ils sont, dans ce qui pose comme problème. Alors ça demande énormément de souplesse, de travail, d'adaptation. Mais ça, je crois qu'on va y revenir. Donc, tu donnes, Alain, des caractéristiques du côté des parents, du côté de la parentalité, mais aussi des caractéristiques du côté des jeunes, donc, qui font un ou plusieurs caractéristiques. À un moment donné, cette institution va accueillir des jeunes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est à partir du moment où, en tout cas, si le jeune est accueilli ici, c'est qu'il y a une fragilité, en tout cas un symptôme qui vient révéler un dysfonctionnement au niveau du système familial, et que l'enfant va être séparé de ses parents, que les parents vont être séparés de son enfant. Et à partir de là, d'ailleurs, je voulais te poser la question de comment l'institution, de comment les travailleurs sociaux, les éducateurs, assistantes sociales, psychologues et tout autre professionnel qui travaille ici, regardent cette famille, cet enfant qui est accueilli, ses parents qui sont présentés comme en difficulté, en souffrance, défaillants, on peut dire aussi d'autres termes. Mais la question aussi qui se pose, c'est comment le jeune regarde l'institution et comment les parents aussi vous regardent, nous regardent en tant que travailleurs sociaux. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je crois que ce qui est important, je m'en souviens plus, j'avais... Moi, il y a une chose qui vraiment... Alors d'abord, voilà, ce qui me faisait bugger, c'est que j'ai oublié de vous dire une chose quand même. Les enfants ici, ils sont placés soit parce que les parents ont demandé auprès de l'ASE, ou soit autrement, c'est un placement judiciaire. C'est-à-dire c'est le juge des enfants qui l'a placé enfant. Ça peut arriver que le parent aussi, se sentant débordé, demande au juge des enfants de mettre de la loi. Hein. Ça peut arriver aussi. Bon, maintenant, moi, quelque chose qui quand même m'interpelle très souvent, j'ai été éducateur en d'animaux, je suis directeur, et ça m'a toujours interpellé, c'est comment les parents peuvent se sentir un sentiment d'échec. Et bien souvent, c'est ce que je disais une fois à Virginie, c'est que je lui demandais de se mettre à la place d'une femme qui serait seule et qui aurait porté un enfant, sa fille, et qu'elle élève, elle a tous les espoirs, avec tous les espoirs qu'on peut avoir. Et au fur et à mesure de la vie, mais je veux dire, cette personne-là se retrouve dans une difficulté incroyable. Et puis l'école commence à alerter la mère, l'entourage, bon, et ça finit par un placement. Et je crois que là, c'est quand même sacrément dur, quoi. Il faut vraiment se mettre à la place de ceux qui le vivent. Et c'est vrai que, je veux dire, ce que j'aime ici au foyer d'Ossau, c'est qu'on essaye de faire ça. Alors, on n'y arrive pas tout le temps, mais on a en tous les cas cette attitude-là. Et ça, je trouve ça que c'est vraiment important d'accueillir l'autre, je veux dire, d'accueillir une personne, même si elle est en difficulté, on l'accueille,
pas. Et on est vraiment dans une... Enfin, moi je rêve d'être dans une attitude de bienveillance le plus possible. Je dis bien le plus possible parce que quelquefois c'est un peu difficile quand même. Mais la posture du professionnel, là, je crois qu'elle est importante. Voilà. Tout à fait, mais c'est un début. Tu soulignes le sentiment d'échec qu'ont la plupart des familles qui ont leurs enfants, leurs jeunes accueillis ici. Est-ce que vous repérez d'autres attitudes du côté des parents? Est-ce que par exemple, tu as peut-être des exemples de parents qui s'en remettent complètement? Et là, ça me fait penser à ce que disait Pascal à une des pauses. Il y a l'attitude d'échec, mais il y en a qui arrivent aussi à se dire, ceux qui demandent complètement je n'y arrive pas, je voudrais que mon enfant soit accueilli dans une structure, c'est cette notion de lâcher prise. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres postures chez les parents? Alors, ce que je peux dire, c'est que bien souvent, enfin, bon, j'essaye de tirer un trait, j'essaye d'accentuer le trait. Hein. Mais ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'il y a des parents pour qui ils vont essayer de voir comment nous, on va se débrouiller avec l'enfant. Et donc, ils sont bien contents que nous, on ait le problème. Donc là, tout ça, c'est une question de logique d'accompagnement après. Et ceci dit, là, c'est l'attitude de départ. Après, il y a ceux qui sont vraiment dans une attente, une attente impossible. Là aussi, on sera aussi dans une attitude d'accompagnement, forcément. Et après, il y a vraiment ceux aussi qui demandent de l'aide, mais qui sont réalistes du problème, quoi. Voilà. Si tu veux, les différentes attitudes qu'il y a. Mais c'est... Alors, nous, comment on travaille, c'est qu'on va essayer toujours, parce que la loi 2007 nous le demande, sur la protection de l'enfance, on va essayer de travailler le plus possible en coéducation avec les parents. Alors, quelquefois c'est possible, quelquefois c'est pas possible, mais il y a toujours un lien possible. Même si ce n'est pas le lien qu'on préférait. Mais ceci dit, on va toujours essayer d'aller chercher, même si c'est bête de le dire comme ça, mais c'est parlant. Même s'il n'y a que 10% du lien entre l'enfant et le parent qui est vraiment sain, entre guillemets, enfin je veux dire bénéfique pour l'enfant, eh bien c'est ce qu'on utilisera au départ. Voilà. Mais on commencera par ça. Eh bien, on peut être étonné des résultats par la suite. C'est pas parce qu'une personne se présente mauvaise ou quelquefois même opposée au placement que forcément le placement est foutu. On a vu l'inverse aussi, hein, des personnes qui sont OK sur le placement et on n'en fait rien. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'automatisme. Mais c'est plus une logique d'accompagnement. Je passe le micro à Virginie. Dans cette logique d'accompagnement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rivalité? Parce que tu parles de l'attitude bienveillante et quelles que soient les structures où on exerce cette attitude bienveillante est fondamentale, mais qui n'a pas, quel travailleur social n'a pas à un moment donné étiqueté un parent, cette mère ceci, ce père cela, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rivalité entre la famille et les éducateurs? Et quels moyens à l'institution pour aider l'équipe de travailleurs sociaux à se décaler de ça? Parce qu'un travailleur social, il est parent ou il n'est pas parent, il a son histoire. Comment il se débrouille avec ça? Alors, je vais te répondre un peu différemment dans le sens où je raisonne plus au cas par cas, si tu veux. Et c'est vrai que, bon, s'il y a rivalité, ce qui peut arriver, eh bien, on fera vraiment en sorte, dans notre attitude, dans les propositions qu'on fera, d'emmener la personne vers nous, quoi, je veux dire, vers un sentiment de confiance. Et de montrer qu'on peut ne pas être en rivalité. J'ai l'exemple d'un parent, mais effectivement,
disait, et en même temps il était furieux du placement. Et finalement, il était bien content qu'on ait aussi des problèmes. Et on est arrivé à une solution où, en fait, par moment, l'enfant, quand le parent avait une difficulté bien particulière, l'enfant restait le week-end au foyer. Et quelquefois, nous, quand on était en difficulté par rapport au reste du groupe, il se trouvait qu'on s'appuyait sur eux aussi. Je crois que tout est possible, mais c'est une question de surmesure. Et en fait, la loi 2007 sur la protection de l'enfance, finalement, sur le fond, c'est ce qu'elle demande, c'est de faire du sur-mesure. Alors bon, c'est sûr que structurellement, une institution, on essaye de faire du sur-mesure, mais forcément on est un peu limité. Mais moi je pense que le sur-mesure est possible, que ce soit dans le médico-social comme dans le social. Je reviendrai tout à l'heure sur la posture de l'éducateur, du travailleur social. Mais ce que tu viens de dire, dans cet accompagnement et du sur-mesure, qu'est-ce qui est le plus difficile, du coup, pour toi, pour le travailleur social, pour l'équipe dans cet accompagnement? C'est peut-être la patience. C'est-à-dire que les 3 premiers mois, quand un jeune arrive, c'est vrai qu'il faut qu'on a l'observer dans tous les cas, même si on peut connaître la problématique, c'est pas forcément que cette problématique ou cette problématique-là finalement, ça dépend. Donc ça comment dire, c'est une première épreuve, je veux dire, pour les professionnels quand même. Parce que ça nous met en tension, on ne connaît pas les parents, on ne connaît pas le jeune, on a à gérer quand même un groupe de jeunes. Donc ça c'est vrai que c'est toujours, comment dire, un moment quand même particulier. Mais après, une fois qu'on commence à savoir ce qu'on peut faire avec le jeune, avec les parents, et à partir de ce moment-là, je pense que le travail commence à s'engager. Et ça nous paraît moins difficile, parce qu'on a le cap, on sait où on va, ce qu'on fait. Voilà, enfin. Je reviens sur la question de cette éventuelle rivalité qu'il peut y avoir entre les parents et l'équipe éducative qui est amenée à prendre en charge son enfant, leur enfant. On peut se poser la question de, une fois que le jeune est confié, qu'est-ce qui reste à ses parents de leur fonction parentale, puisque du coup, le jeune étant accueilli, l'institution a la responsabilité. Tu parlais de coéducation, on peut parler peut-être de co-responsabilité, et on peut aussi dire que du coup l'institution joue une fonction parentale, je dirais même, lors de nos échanges on l'a aussi abordé, grand parentale en fonction des positions des uns et des autres. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose dont l'institution a conscience? Est-ce que c'est quelque chose dont l'institution parle à l'intérieur, en supervision ou ailleurs? Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est bien en conscience? J'ai perdu ta question. J'ai peut-être trop parlé. Je revenais sur la question de la rivalité. Le parent, on lui enlève une partie de ce qu'il a à faire. Il y a une notion de co-responsabilité. Et du coup, l'institution a cette fonction parentale. Et ça, voilà, je voulais savoir comment, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est abordé, comment c'est traité, comment c'est discuté. Comme je disais tout à l'heure, on essaye de, comment dire, dans ce que tu dis, si tu veux, il y a deux choses, quoi. Je vais te répondre à ta question, mais en même temps, ça me fait penser un peu à ce paradoxe, c'est-à-dire que la loi 2007 nous demande d'être au plus près, je veux dire, de l'accompagnement, que ce soit aussi bien des enfants que des parents, et d'être dans une forme de coéducation, de
co-construction, et en même temps, on doit protéger le jeune, l'enfant. Et donc, ça pose quand même une sacrée difficulté, quoi. Et c'est pour ça que je parle de bienveillance et d'alliance, quoi, parce que sinon, on ne peut rien faire. Voilà. Alors, quand tu parles de rivalité, oui, ça peut arriver qu'il y ait une rivalité. Mais aussi, on peut se demander, est-ce que c'est le fonctionnement de la famille qui est comme ça, et dans ces cas-là, comment on peut l'aborder différemment, ou soit ça vient de nous aussi. On peut se poser aussi la question. Voilà. C'est pour ça que je te demandais, du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions dans ma question, quels sont les moyens que propose l'institution justement pour le travailleur social? Il a ses résonances, il a ses références, son propre schéma parental. Est-ce qu'il y a des outils qui sont proposés dans l'institution justement pour se décaler par rapport à ça? Oui, bon, mais je crois qu'il y en a plusieurs qui le connaissent, c'est le projet individualisé, c'est plusieurs outils comme ça, des synthèses, des rencontres régulières avec les parents. Mais ce que je veux dire, je crois que ce qu'on essaye de faire, et c'est pas évident, hein, c'est d'éviter d'exclure le plus possible le parent. Et quand on connaît la culture, je veux dire, des institutions, c'est pas gagné, j'allais dire, mais on a tellement l'habitude de faire autrement, ou on nous demandait de faire à la place des parents. Et là maintenant, on nous demande de faire avec eux. C'est un peu difficile aussi pour les professionnels. Et je crois que ça aussi, il faut l'entendre. Mais en même temps, il faut vraiment aussi voir que le parent est stigmatisé, le jeune aussi, il peut en jouer, le parent aussi. Bon, je veux dire, à partir de ces outils-là, on va être dans l'accompagnement. Maintenant, c'est vrai que pour mieux, j'allais dire, intégrer les parents, pour bien impliquer les parents, on arrive même quelquefois à demander aux parents d'accompagner leur enfant, c'est-à-dire que le parent vient chercher l'enfant ici, et il amène par exemple au judo, ou je veux dire, à toutes les activités qu'il pouvait faire avant, les parents prennent ça en charge, et ça, je trouve ça très bien. C'est comment impliquer les parents vraiment concrètement dans l'éducation pour continuer ce qu'ils faisaient avant. Alors ça, on tend vers ça. Est-ce que c'est pas ça justement du coup le plus difficile quand tu dis qu'il faut du coup traiter les situations au cas par cas entre les parents qui ont cheminé avant et sont dans un lâcher prise et sont ok avec le placement, donc la collaboration est différente, la coéducation peut fonctionner, dans ceux qui sont contents que vous vous en débrouillez et en même temps ne veulent pas, ceux qui s'en remettent complètement à l'institution, qui se déresponsabilisent et avec lesquels il n'est pas possible de travailler. Est-ce que du coup le plus difficile ce n'est pas tout le temps ce va-et-vient dans comment je me positionne, comment je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Parce qu'après ça me fait penser aussi aux façons de faire des institutions avant et maintenant où je ne crois pas que tu emploies le terme, mais où on était dans une substitution. On ne se posait pas forcément la question de est-ce que c'est nous, l'institution, qui devons faire amener l'enfant chez le coiffeur, chez le médecin ou aller à une réunion à l'école, alors qu'aujourd'hui la question se pose. Est-ce que du coup c'est pas ce va-et-vient permanent qui est compliqué? C'est sûr que ça nous demande à ajuster notre positionnement, la place de chacun constamment. Constamment. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut qu'on se réinterroge. Alors, dans une vie d'institution, c'est un peu compliqué, mais le travail nous amène à ça maintenant. Surtout si on individualise de plus en plus les accompagnements, et forcément, il faut qu'on fasse du sur-mesure. Qui dit sur-mesure, eh bien, c'est un ajustement constant. Alors ça, c'est pour ça que je fais appel à Olivier au niveau des analyses pratiques et de la régulation d'équipe, parce que forcément on va vers ce travail-là. Voilà. Et oui, parce que tu faisais part